Grand Rabbin Chaim Corsia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette matinée. On imagine que la veille de Rosh Hashanah, un grand rabbin de France, ça court beaucoup. Vous allez peut-être nous expliquer quel est votre programme d'aujourd'hui et de demain. À mes côtés, Paul-Henriette Lévy, parce que c'est vrai qu'on avait envie ce matin de partager cette interview avec vous, monsieur le grand rabbin de France, et parce qu'on a beaucoup de sujets abordés. D'abord, peut-être effectivement, voilà, ma première question. Un grand rabbin de France, la veille de Rosh Hashanah, ça fait quoi exactement ? Ça continue les grands dossiers, ça prépare les échéances importantes des fêtes, ça prépare aussi des interventions. Il faut étudier, il faut trouver le temps d'étudier le soir en général pour préparer finalement ce qui est important pour moi, c'est-à-dire comment le temps des fêtes est un temps qui répond aux questions de l'actualité, aux questions de notre vie maintenant. C'est pas exclusivement ce que on pourrait dire des textes d'il y a 3500 ans, mais comment, par exemple pour Rosh Hashanah, le sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire la ligature d'Isaac plus exactement, pourquoi elle nous parle aujourd'hui ? Comment aujourd'hui ce texte qui date de 3500 ans, une histoire encore plus ancienne, nous parle aujourd'hui ? Et c'est peut-être ça l'enjeu majeur, c'est de remettre en actualité le temps liturgique, le temps des fêtes, et les besoins, les attentes des femmes et des hommes qui composent la communauté juive française aujourd'hui, et peut-être plus largement encore la société. Comment nous qui allons vivre un temps de fête, c'est-à-dire que nous n'allons pas travailler 2 jours, jeudi et vendredi, comment on va entrer malgré tout en résonance avec tous nos concitoyens qui, eux, vont continuer à travailler, à vivre. Ça m'a toujours frappé, cette confrontation de ma marche sereine, paisible, pour aller de chez moi à la synagogue avec mes enfants, alors que le monde continue à tourner. Et c'est peut-être ça l'une des forces du judaïsme, d'être capable de faire un pas de retrait, un pas de recul, pour pouvoir ne pas être toujours entraîné dans le flux, le mouvement du monde. Ce n'est pas anodin. Voilà. Paul-Henriette Lévy. Alors, plusieurs questions évidemment qui se posent à nous aujourd'hui, en cette veille de Rosh Hashanah, et plus d'ailleurs amplement durant toute l'année. On parle beaucoup de l'alia des Juifs de France, du départ des Juifs de France. On vit et on sent, nous peut-être plus encore dans les médias, une communauté juive qui est extrêmement inquiète. On sent une sorte de désarroi de la part des moins favorisés, ceux qui n'ont pas un pied-à-terre en Israël, revoyant Israël un peu comme une sorte de terre promise, comme ça, où là-bas tout serait autorisé, alors qu'en France, la kippa sur la tête dans des rues de Sarcelles, par exemple, eh bien, ça devient un petit peu compliqué. L'avenir des Juifs dans ce pays, la France qui est notre pays, le pays où nous sommes nés, la langue que nous parlons, la culture qui est la nôtre. Donc, il y a toute cette poche française que je voudrais aborder avec vous. Et puis ensuite, on va ouvrir cet entonnoir pour parler de l'Europe, parce que cette montée d'antisémitisme, ce malaise, on le sent en Angleterre, on le sent en Espagne, on le sent en Italie, et puis on le sent dans les pays du Nord avec une extrême droite qui monte, on le sent au Danemark, on le sent en Suède. Donc, commençons par balayer à notre porte la France, monsieur le grand rabbin. En fait, vous avez fait les questions et les réponses, il manque plus que la prière. La prière, c'est ce qu'on va faire à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va débuter avec un texte magnifique qui dit « Tichle Shana vekil lotea » que se finissent cette année et toutes ses vicissitudes, et que débute cette nouvelle année ses bénédictions. Donc c'est vrai qu'il y a eu une année difficile, une année complexe, mais une année en même temps qui doit nous permettre de redémarrer sur une autre façon de voir les choses. En fait, le sentiment d'abandon, je dirais le sentiment d'incompréhension de ce qu'est la France aujourd'hui, et probablement beaucoup plus d'ailleurs le sentiment d'indifférence de beaucoup de nos concitoyens, que la réalité des attaques scandaleuses, inadmissibles, qui ont été sanctionnées durement par les pouvoirs publics, ce qui est très rassurant. Ce sentiment d'indifférence qui nous a percutés. Les synagogues étaient attaquées, la Roquette, puis Sarcelles, dans une forme d'indifférence. On n'a pas eu 1 million de personnes qui se sont levées dans les rues pour dire « c'est inadmissible ». On l'a vu en Allemagne de manière incroyable. La semaine dernière, en Allemagne, il y a une grande manifestation en disant non à l'antisémitisme. On aurait voulu. La seule manifestation de soutien, c'est la communauté juive qui l'a organisée pendant l'été, en disant arrêtons de fustiger Israël qui se défend fait légitimement, arrêtons de laisser faire des violents qui attaquent les lieux de culte, qui attaquent des juifs. Et je voudrais juste vous dire, c'est pas que l'enjeu de la kippa. Croyez-moi, les méchants n'attendent pas que la kippa pour attaquer des gens qu'ils supposent être juifs. Moi, je parle tout au long de l'année, pas qu'en juillet.
tout au long de l'année, les jeunes et des jeunes filles qui vont à l'école en métro, qui sont embêtées à la sortie des écoles, à la sortie de l'Horte-Montreuil, dans le métro pour aller dans des écoles juives. C'est une situation d'angoisse qui est insupportable. Le gouvernement en a pris la mesure, vraiment, on a pris la mesure, et vous avez entendu les mots extraordinairement puissants du Premier ministre au moment des vœux organisés par le consistoire dans la grande synagogue de la Victoire, pour dire « Nous mettrons tout en œuvre, à la fois pour éradiquer cette violence, pour la condamner, et pour préparer la génération future, c'est-à-dire les mesures éducatives, des mesures d'éducation qui permettront d'interdire que l'antisémitisme ou même une pensée antisémite puisse avoir libre cours. » Maintenant, ce que moi je remarque, c'est que ça tient beaucoup aussi à l'attente quasi messianique qu'on a, parce qu'on est juif, de la France. La France, on la voit, bien sûr, vous avez absolument raison, c'est notre pays, c'est notre langue, notre culture, vous l'avez très bien dit. Mais c'est aussi une forme d'incarnation d'un rêve. On disait être heureux comme un juif en France. Mais c'est ça, c'est ce décalage entre ce qu'on rêve de la France et ce qu'on voit. C'est toujours comme ça que les grandes désillusions nous bouleversent, nous bousculent. On attend tellement de la France idéale que même ce qu'il y a eu entre 39 ou 40 et 44 n'a pas réussi à nous dégoûter de la France, à nous éloigner de la France. On a continué à rêver de la France, la véritable France, celle de liberté, égalité, fraternité. Mais maintenant, il s'agit de rêver, de continuer à rêver de cette France et de la bâtir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas externaliser la responsabilité sur les autres. Voyons comment nous, on construit un pays fait de nouvelles solidarités, fait d'intérêt pour les autres. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai tenu à rappeler au moment de la cérémonie de déportation que le judaïsme aussi pensait aux autres et que cette hypersensibilité à la douleur dans le monde, à la violence, à la haine, nous obligeait à considérer que partout dans le monde, quand il y a quelqu'un qui est opprimé, on doit être son défenseur. Et donc on attend, non pas en contrepartie, on attend parce que c'est cette France-là qu'on rêve et qu'on aime, on attend que nos concitoyens se lèvent pour empêcher et dire non à l'antisémitisme. Ce que vous avez fait il y a quelques jours, Monsieur le Grand Rabbin de France, il y a même 2-3 jours, vous êtes inquiété du sort des minorités persécutées d'Orient et vous avez appelé à agir plus promptement qu'on ne l'a fait lors de la Shoah. Oui, parce que n'oublions pas, et c'est terrible ce que je vais vous dire, qu'on s'inquiète de la diversité religieuse avec le christianisme en Orient, mais ça veut dire qu'on a déjà oublié, passé par perte et profit, la disparition quasi intégrale de ces grandes communautés juives qui ont façonné notre histoire. Pensez simplement qu'à Alep, il n'y a plus un juif, c'était l'une des communautés les plus extraordinaires du Moyen-Orient. Pensez que le Talmud dans lequel on étudie, le Talmud de Babylone, qui est plus connu, qui a été plus transmis que le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, parle donc d'une communauté en Irak, à Babylone, qui n'existe plus. Donc tout ce judaïsme a déjà disparu. C'est terrible. Au moins faisons en sorte que la diversité religieuse soit présente partout dans le monde où c'est possible. Alors, moi, je reviens à ma question, parce que l'angoisse, elle est quand même très, très forte. Oui. Alors, je reviens à ma question, et je vais vous demander de vous adresser directement à celles et ceux qui disent leur peur, leur inquiétude. Combien de fois on nous téléphone en nous disant « mais est-ce qu'il faut rester ici ou pas ? Est-ce qu'on doit partir ? Est-ce qu'on doit faire notre valise ?» Mais depuis quand les Juifs s'en vont quand on leur dit de partir ? Surtout qu'on leur dit pas. Non, mais d'abord, personne ne leur dit. Il y a 200, 1000, 2000, peu importe. Des excités, des gens qui sont les ennemis de la France, hurlent leur haine. Ils hurlent leur haine des Juifs, leur haine de la France, et je rappelle toujours que, et ça m'avait bouleversé, que les mêmes qui ont attaqué la synagogue de Sarcelles ont attaqué le commissariat de Garches. Et vous savez quelle était la réponse de la communauté juive de Sarcelles ? D'une dignité extraordinaire. C'était derrière le cordon de police, emmené par Gilles Taïeb qui a eu une sorte d'élan extraordinaire, ils ont chanté la Marseillaise. Voilà la réponse. Notre réponse, c'est la France. Notre réponse, c'est plus de fraternité, plus d'égalité, plus de partage. Et donc, nous, on joue ce jeu de la République. Et la République a besoin que chacun et chacune joue ce jeu. C'est-à-dire, croit. Si on abandonne notre croyance, alors on n'est plus juif. Parce que les juifs sont ceux qui croient quand tout le monde a désespéré. C'est Flegg qui dit ça. On va continuer à croire et à espérer en la France parce que nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres, on a toujours cru en la France. Parce que même quand, je pense à l'Algérie ou ailleurs dans l'immense empire français, le gouvernement de Vichy ou quoi mettait des lois, les Juifs et les Juives ont toujours cru et espéré en la France. Donc aujourd'hui, où on a un gouvernement qui défend la liberté de chacun,
qui met des moyens extraordinaires, vous le verrez pendant les fêtes, pour protéger les offices, pour assurer la sécurité dans les écoles, pour permettre à chacun de vivre sa vie spirituelle, sa vie juive, dans la sérénité. Mais il faut reconnaître ces efforts et il faut s'engager pour avoir confiance. Tout l'enjeu de l'univers, c'est avoir confiance. Je dirais même que l'enjeu majeur du judaïsme, c'est lutter contre la peur. Regardez le nombre de prophètes qui ont dit « n'ayez pas peur ». Moïse l'a dit, devant la mer Rouge, puis avant d'entrer en Terre Sainte. Il est donc vital d'entendre cette parole « n'ayez pas peur », pas quand tout va bien. Quand tout va bien, quelqu'un vous dit « n'ayez pas peur », vous le prenez pour un fou. C'est quand les questions se posent, et je comprends que beaucoup de membres de la communauté juive se posent des questions. C'est quand ces questions se posent, il faut rassurer les uns les autres sur le fait que la communauté organisée, et le constat en particulier pour les synagogues, assure une véritable coopération avec les pouvoirs publics pour permettre le meilleur système de protection. Et croyez-moi, tous les efforts sont faits. Alors, pardon, vous parliez des... Paul Henriette Lévy, vous parlez de ceux qui se posaient la question de partir ou rester. Mais pour ceux qui restent, qui sont là, une anecdote que j'ai lue sur un réseau social ce matin, une jeune femme qui a fait son aléa il y a 1 an, qui est revenue en France pour passer les fêtes avec sa famille, qui s'est retrouvée dans le métro avec une étoile de David, mais minuscule, vraiment minuscule. Et quelqu'un dans le métro à côté d'elle, apparemment un juif également, l'a tapé sur l'épaule, il lui dit « mais soit t'es folle, soit tu sais te défendre ». Vous lui aurez répondu quoi à cette jeune femme? Gardez votre étoile dans le métro, gardez votre kippa dans la rue, ou faites attention, suivant là où vous êtes. Et je vais compléter la question de Sandrine, parce que ces deux questions se rapprochaient. Et je fais l'avocat du diable en même temps. Bien sûr que les pouvoirs publics sont là, et bien sûr que les synagogues sont protégées. Mais est-ce que c'est pas fou de se dire que moi, Française, j'ai besoin d'être protégée dans mon propre pays? Voilà, ça c'est une remarque extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un idéal, c'est un pis-aller. Mais en même temps, c'est fort et normal, mais fort, que le gouvernement s'engage pour cela, c'est-à-dire mettre les moyens humains pour assurer la sécurité des synagogues. Ceci dit, la question que vous posez est très juste. À terme, le rêve serait qu'on ne soit plus obligé d'expliquer à nos enfants que les synagogues doivent être gardées. Parce que finalement, une génération qui a moins de 20 ans n'a jamais connu les synagogues sans garde devant. Non, parce que ce qui est aussi intéressant, puis après on va évidemment changer de sujet parce que ce serait bien. Oui, on va pas focaliser là-dessus, mais c'est vrai que ce sont des questions qui nous. Oui. Il n'y a que les synagogues qui sont gardées, les mosquées ne sont pas gardées, les églises ne sont pas gardées, les écoles chrétiennes ne sont pas gardées. Donc en fait, quand on regarde, si on prend une photographie d'un peu loin, il n'y a que les juifs qui sont gardés. En même temps, malheureusement, l'histoire a montré qu'à Toulouse, c'est une école juive et des enfants juifs qui étaient tués. Et là, vous remarquez que le même assassin a tué, quelques jours auparavant, des soldats français à Montauban. Donc vous voyez encore une fois, les mêmes qui attaquent les juifs sont ceux qui attaquent la France. C'est ce que le gouvernement, c'est ce que la France a compris. Elle met les moyens pour les contrôler, les éradiquer et nous protéger, c'est-à-dire protéger l'ensemble des citoyens. Et je crois qu'il est légitime que le gouvernement ait une analyse fine des risques potentiels et place les hommes là où il y a besoin de les placer. Maintenant, effectivement, plus largement, je crois que ce n'est pas juste un enjeu important de rassurer les Juifs sur le fait qu'ils aient leur place et qu'ils sont les fibres et le génie de la France, mais c'est sur le fait que cette société, notre société française, est une société qui est attaquée parce que finalement, les choses se passent plutôt mieux qu'ailleurs. On peut se croiser, on peut vivre ensemble, on n'est pas dans des ghettos absolument hermétiques. On se croise, on se voit. Et donc, il faut assumer aussi notre présence dans l'espace public. Et moi, je ne dis surtout pas aux Juifs de s'enfermer, de s'abriter derrière les murs. Lorsqu'on s'abrite derrière les murs, c'est déjà qu'on a perdu. Regardez ce que Moïse dit aux Hébreux, aux explorateurs qu'il envoie pour voir qu'est-ce qu'il y a en Terre Sainte. Il leur dit, regardez s'il y a des murs ou non. Et ce n'est pas pour leur dire s'il y a des murs, ce sera une citadelle imprenable, ce sera difficile et long. Mais il leur explique que s'il y a des murs, c'est que c'est un peuple qui a peur. Et les peuples qui ont peur, il suffit de souffler sur les murailles ou de sonner du cor, ce qu'ils vont faire à Jéricho, et les murailles tombent. Et donc le peuple s'écroule. Par contre, un peuple où il n'y a pas de muraille est un peuple qui a confiance. Et il faut qu'on retrouve cette confiance. Pour retrouver la confiance, il faut que chacun décide d'oser affirmer ce qu'il est. C'est la force du judaïsme.
Paul, vous vouliez élargir au monde peut-être à ce qui se passe en Irak et ailleurs, puis après on viendra au sujet aussi qui vous concerne directement en tant que grand rabbin de France et tout ce que vous avez déjà entrepris depuis votre élection. Un mot simplement sur les fous de Dieu, parce que quand on écoute un peu les informations et quand on les fait plus encore, c'est pétrifiant. Boko Haram qui enlève 200 jeunes filles qui sont violées matin, midi et soir, personne ne bouge là encore, hein, personne dans les rues, les féministes, on n'entend personne. L'État islamique qui décapite, qui met ses décapitations sur Internet et tout ça tourne joyeusement sans que là encore il y ait tellement de mouvements de foule, comme si un peu on s'habituait. Et là, hier, notre ministre de l'Intérieur qui dit la France n'a pas peur, elle est prête à ça. Donc qu'est-ce que vous inspire cet enlèvement de Dieu au nom de la violence, de la politique, de la barbarie? Bon, au niveau religieux, c'est inqualifiable, parce que c'est mettre sur Dieu la responsabilité de nos errements les plus terrifiants. Vous parlez de fou de Dieu, moi je préfère, en conclusion si vous voulez bien, puis après on passe à d'autres sujets, mais revenir à une expression tellement belle de Pierre Birnbaum qui a parlé de nous, des Juifs français, comme les fous de la République. Nous sommes, nous, les fous de la République, nous avons une confiance absolue, complète dans les efforts que le gouvernement, tous les gouvernements font pour permettre cette richesse du vivre ensemble. C'est ça notre force. Et c'est peut-être ça qui gêne tant les ennemis de l'humanité, les ennemis de la France. Alors, monsieur le grand rabbin de France, vous avez été élu le 22 juin dernier, donc il y a à peine 3 mois. 3 mois, j'imagine, extrêmement intenses et enrichissants. 3 mois aussi qui vous ont permis d'ores et déjà de mettre en place un certain nombre de promesses de campagne que vous aviez fait. Je pense notamment, on peut peut-être commencer par les 2 médiateurs du consistoire. Je trouve que les gens n'ont pas été assez au courant de cela. Donc, est-ce que vous voulez bien leur expliquer qui sont ces 2 médiateurs et finalement à quoi ils vont servir? Bien. Revenir sur une petite phrase que vous venez de prononcer, les gens n'ont pas été suffisamment au courant de cela. C'est vrai que ça a été mis en place pendant l'été. 2 médiateurs, un homme, une femme. Avec une adresse internet, un téléphone, chacun et chacune peut les appeler. C'est pas l'homme pour les hommes, la femme pour les femmes, c'est 2 médiateurs. Chacun choisit un petit peu les dossiers dont il veut se saisir parce que ça le touche. Ça a déjà commencé avec déjà des résultats étonnants. Très beaux résultats. En tout cas, une nouvelle capacité d'écoute. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, je crois qu'il y a un temps pour la préparation des choses et un temps pour expliquer les choses. Cette émission que je fais avec vous, je suis très honoré, c'est la première fois. Peut-être qu'il faudrait la ritualiser. Au sens que régulièrement, il serait bon que devant la communauté c'est sur votre antenne, ou votre antenne, mais en tout cas... Vous êtes dans votre maison. Sur la fréquence juive, et vous êtes sur l'une des 4 fréquences. Je ne fais pas du favoritisme par rapport aux uns aux autres, mais je suis avec vous, vous m'invitez, vous me recevez, disons chez vous, on pourrait imaginer régulièrement, il ne s'agit pas qu'on m'entende tous les matins, mais il s'agit que régulièrement, peut-être une fois tous les 6 mois, 2 fois par an, enfin je vous laisse voir ça. Tous les 3 mois, allez, tous les 3 mois. On ne va pas commencer à négocier. Il y ait un point de la situation, un point des questions. On peut même imaginer avec des auditeurs qui appelleraient pour avoir vraiment ce que les femmes et les hommes de la communauté juive ressentent, ont le besoin d'exprimer. Avec Internet, on peut tout imaginer. Je le fais parallèlement dans la presse écrite, avec un entretien qui s'appelle le petit déjeuner de l'actualité juive, qui est un point important de la rentrée, parce qu'il permet, sur ce média central de la communauté juive, le grand journal écrit de la communauté juive, de faire le point. Je travaille à finaliser cet entretien, et dedans, dans cet entretien, qui sortira dans quelques jours, je crois, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y aura une grande partie de ce qui a déjà été réalisé et de ce qui va être réalisé. C'est-à-dire que le mouvement a besoin à un moment de repères pour savoir où nous en sommes. Donc c'est vrai que j'allais pas monopoliser les ondes et la presse pour dire voilà, on a fait les médiateurs. Mais le simple fait que ça existe et que ce soit déjà sollicité montre que ça répond à un besoin. Donc dans l'entretien avec l'actualité juive, je préciserai certaines choses. Mais puisque vous me posez la question, il y a eu les médiateurs, il y a eu des rencontres avec beaucoup d'acteurs de la communauté. Il y a eu des visites en province. Je suis par exemple allé en juillet visiter avec d'ailleurs le président Mergui. C'était très significatif que nous allions ensemble aussi parfois à la rencontre des comités de province. Parfois, on démultiplie nos efforts. Le Shabbat dernier, j'étais à Metz et le président Mergui était avec la Chazak, qui est un projet extraordinaire que le consistoire a vraiment porté, imaginé, et qui est une grande réussite du consistoire. Et donc toutes les équipes de la Chazak étaient réunies à Béziers, le président Mergui était là-bas, pendant que moi j'étais dans un Shabbat plein, et l'inauguration des journées européennes de la culture juive, portée par Daisy Meyer,
à Metz. Donc vous voyez, parfois on est dans des endroits séparés, parfois nous étions ensemble, comme à Bayonne-Biarritz, où nous sommes allés ensemble. Et j'ai tenu à le faire parce que c'était une communauté présidée par une femme avec une grande réussite. Et donc, aller à la rencontre des communautés de province, je crois que la semaine dernière, je suis allé à Angers, dans la même semaine, à Angers, à Lille et à Metz, la même semaine, plus la Marne pour la commémoration du centenaire de la bataille de la Marne. Donc, j'ai aussi comme vocation d'être aussi le rabbin de France, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des communautés. Et je crois que c'est un impératif de vivre ce que les femmes et les hommes de la communauté juive vivent, de les accompagner, d'essayer de les porter et d'améliorer les conditions de vie, les conditions de vie juive, les conditions de vie dans les synagogues. C'est des choses importantes, mais il y a un travail extraordinaire que vous ne pouvez pas voir, que ni la presse radio, ni la presse ni la télé, ni la presse écrite ne peut voir. Quand vous passez des heures et des heures à convaincre un rabbin d'accepter de quitter son poste pour aller dans un autre poste qui va répondre plus à ce qu'il est, qui attend quelque chose de lui, quand vous organisez le turnover des rabbins, c'est-à-dire une sorte de recherche de souffle dans le rabbinat, ça ne se voit pas, mais pourtant j'espère que les communautés en verront le résultat dans quelques mois. Donc voilà, je pourrais vous donner rendez-vous dans quelques mois pour un bilan d'étape. Alors juste pour donner à nos auditeurs les coordonnées effectivement des médiateurs du consistoire que vous avez mis en place, c'est le 01 49 70 87 64, 01 49 70 87 64 ou médiateur@consistoirecentral.fr. Juste un mot, parce que je ne veux pas donner le sentiment que j'arrive et que je fais tout. Il y a aussi une richesse dans le judaïsme, c'est qu'on s'assoit, on s'assoit dans une fonction, on s'installe dans une fonction où il y a eu des prédécesseurs qui ont travaillé. Et là, par exemple, je vais bénéficier de tout le travail qui a été fait au préalable par le grand Rabbin Bernheim, par exemple, sur la Mila. Vous savez qu'on a eu une attaque terrible d'une députée européenne allemande, contre la circoncision, qui a été ensuite, j'allais dire remise à sa place, mais c'est un peu violent ce que je dis. C'est un peu violent ce que je dis, mais disons, qui a été démentie par l'Europe, mais il n'empêche qu'on a posé la question. Et donc, une association vient d'être créée, avec un travail remarquable du vice-président du consistoire central, Charles Sulman, avec Maître Meyer et le rabbin Lévin, qui ont travaillé en lien avec l'Europe et en lien notamment avec l'Angleterre pour organiser les circoncisions en France, pour organiser des formations, pour régler des questions d'assurance, en gros pour permettre à une tradition multimillénaire d'être inscrite dans un cadre légal français et européen. Ça, c'est une grande réussite dont on va tous, le judaïsme français se grandira, se glorifiera, mais qui revient aussi à mes prédécesseurs qui ont jugé urgent de s'attaquer à cette question. Il est 11h35, vous écoutez RCJ et l'invité des matinales, c'est le grand rabbin de France, monsieur Chaim Corsia, qui répond donc depuis tout à l'heure à un flot poussé de questions qui vont effectivement dans un spectre extrêmement large. Le kasher, monsieur le grand rabbin. Alors, plusieurs questions là encore. D'abord, puisque vous parliez d'attaques, les attaques contre l'abattage rituel. Alors, on a Brigitte Bardot qui très régulièrement revient avec rencontre le Premier ministre. Voilà. Donc on a la fin, c'est tellement Bardot. rigolo que ça devient presque pathétique. Oui, sauf qu'au Danemark, par exemple, oui. La cache-route, c'est un peu plus. Elle a envoyé une lettre, elle a dit écoutez, pour mes 80 ans, faites-moi un cadeau. Bon, ça devient pathétique, mais c'est vrai, vous avez raison, oublions-la. Il y a de vraies questions, et vous le disiez tout à l'heure, en Europe, notamment du Nord, sur les questions d'abattage rituel. Ne croyons pas que ce soit juste anodin. Non, le Danemark, c'est clair. Regardez en Suisse, par exemple. Ça, la Suisse, c'est une réalité. Oui, tout à fait. Bien. Donc, il faut savoir que la France, quel que soit le gouvernement, a toujours défendu l'abattage rituel. Toujours. Et la position centrale du consistoire pour porter les intérêts du judaïsme français sur cette question. Nous avons la chance d'avoir, au niveau de l'Europe aussi, le Conseil des rabbins européens s'implique beaucoup dans la défense, présidé par le rabbin Goldschmidt de Moscou, sur ces questions. Nous avons la chance en France d'avoir le grand rabbin Fison, le grand rabbin de Metz, qui est en plus par ailleurs vétérinaire et qui a une connaissance encyclopédique de cette matière, de ce dossier, et qui suit chaque décision et qui d'ailleurs inspire les députés européens, parce que c'est là que ça se passe maintenant, pour leur faire comprendre les impératifs de la shrita, de l'abattage rituel, et comment nous, depuis 3500 ans, on se préoccupe du bien-être animal. On n'a pas attendu
que tel ou tel s'en occupe et s'en émeuve. Nous, ça fait 3500 ans qu'on dit un abattage où la bête souffre, cette viande n'est pas cachère. Ce qui est quelque chose d'incroyable. Mais pourtant, c'est tellement évident pour nous qu'on oublie de le rappeler. Donc, les préoccupations sur le bien-être animal sont centrales chez nous. Donc, on suit ces opérations et on le surveille de manière très attentive avec l'aide des gouvernements. Alors un mot évidemment aussi, Monsieur le Grand Rabbin de France, sur le guet. Juste avant votre entrée en fonction, il y a quelques mois, il y a eu ce qu'on a appelé le scandale du guet. Ça a été repris largement dans la presse nationale. Il y a eu toute cette affaire qu'on ne va pas rappeler. Tout le monde est au courant avec cette jeune femme, ce guet qui semblerait avoir été monnayé, un rabbin qui a fait office de médiateur financier. On va pas revenir largement là-dessus, mais je sais que depuis que vous êtes en fonction, vous avez voulu aussi assainir tout cela. Alors qu'est-ce qui a été fait? C'est pas assainir. Vous voyez, quand vous dites assainir, ça vous laisserait entendre qu'il y a eu de tout temps. Il se trouve que moi personnellement j'ai toujours répondu présent aux demandes des femmes qui n'arrivaient pas à obtenir leur guette, et j'ai trouvé pour m'aider les rabbins qui sont actuellement au service des guittines. C'est-à-dire que ce sont des rabbins qui sont toujours dévoués pour cette cause. Parfois, quand vous voulez faire quelque chose avec tellement d'empressement, vous vous rendez pas compte que c'est mal compris, mal perçu. On peut dire des choses qui sont dans les faits pas à dire. Et donc, ce que j'ai fait 15 jours après l'élection, c'est réunir le Conseil supérieur rabbinique, c'est-à-dire l'ensemble des grands rabbins régionaux et des dayanim de France. Et l'un des sujets à l'ordre du jour était de réfléchir sur le guet. Nous avons écrit, défini ensemble, validé à l'unanimité une motion qui rappelle un déroulé de cérémonie, qui rappelle d'abord que c'est un moment extraordinairement important pour le retour à la sérénité, parce que de toute manière, un divorce est un temps difficile, douloureux, et qu'il faut que les rabbins prennent leur part des efforts pour permettre la reconstruction de chacune et de chacun. L'accueil, on a rappelé la centralité de l'accueil. On a rappelé que les rabbins ont vocation à s'occuper d'affaires religieuses et pas d'affaires financières, et que pour ça il y a des avocats, et que toute discussion entre les ex-époux doivent se dérouler devant des avocats. Donc on a rappelé un certain nombre de choses. On s'est appuyé sur 2 propositions plutôt, du Conseil européen des rabbins, et ça a été accepté par tout le monde. Donc ça veut dire que la situation est normalisée. Maintenant, il faut toujours prendre en compte le fait que nous ne devons pas accepter que des maris utilisent la religion pour écraser, asservir leur ex-épouse. Et c'est aussi scandaleux que lorsque des ex-maris ou des ex-femmes utilisent les enfants pour écraser leur ex-conjoint. Parce que c'est souvent une arme, et là c'est une arme de destruction familiale massive. Eh bien j'estime que c'est aussi scandaleux quand un homme utilise la religion pour asservir son ex-épouse alors que civilement ils sont déjà divorcés et qu'il n'y a plus rien à faire. On n'a pas à rentrer dans ces conditions. La grandeur du moment du guet, c'est au moins, si on n'a pas pu être fort dans le mariage et préserver le mariage, au moins que le divorce se passe dans la dignité. Alors, pour parler de l'abattage rituel, tout à l'heure, il y a eu une partie de sa question à laquelle je crois que vous n'avez pas répondu. Et je pense que ce serait bon d'y revenir parce que les auditeurs en période de fête et les familles les plus pauvres ont beaucoup de difficultés. Et se nourrir exclusivement cachère, aujourd'hui en France, ça coûte très cher. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous pouvez les faire? Ou est-ce que c'est une chaîne qui implique tellement de personnes que ça devient compliqué? Bon, il y a plusieurs questions que vous posez. Il y a une première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une grande différence entre Paris et la province. Paris banlieue et la province, ou disons les grandes métropoles et la province. Moi, je pense aussi aux petites communautés où il n'y a pas de boucherie cachère, où il n'y a pas de dépôt de produits cachers, où il faut jongler, il faut prendre le train, il faut prendre la voiture pour aller chercher de la viande, il faut se faire livrer sous vide, il faut aussi penser à cela. Donc n'oublions pas que même s'il y a une question de coût, le confort qu'on a de trouver de tout simplement à Paris, dans les grandes villes, c'est une grande chance. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut travailler sur 3 axes. Améliorer la distribution, faire baisser les coûts. Améliorer la distribution, c'est pas compliqué, ça veut dire permettre que les produits cachers, estampillés cachers, comme le OU américain, soient disponibles partout. Dans le moindre carrefour, enfin, je ne vais pas faire une publicité pour tel ou tel magasin, mais en gros, on doit pouvoir les trouver partout. Deuxième chose, améliorer la qualité. Il y a des produits dont on me dit, moi je ne peux pas comparer, mais on me dit que les mêmes produits en non cachère sont meilleurs. Moi, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut faire, on voit les progrès immensissimes qui ont été faits sur le vin.
Il suffit qu'on décide de faire. C'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a un marché pour des produits de qualité. On me laisse entendre que le fromage, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas très fromage. Mais sur le principe, je trouve intéressant de donner la diversité de la richesse gastronomique française à tout un chacun. Et enfin, donc, la disponibilité, le coût et la qualité. Et le coût, c'est un enjeu qui passe aussi par la grande distribution. Donc, je pense qu'il y a à voir les filières. De toute manière, c'est un marché maintenant mondial pour lequel le consistoire a un travail de régulation important à faire, et il le fait avec beaucoup de dévouement et d'efficacité. Notre invité, donc le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Nous allons évidemment essayer d'évoquer le plus de sujets possible. Donc il y en a 2 encore au moins qui me semblent, sinon 3, tout à fait importants. Le problème des conversions, puisque c'est aussi un des problèmes douloureux de cette communauté. Est-ce que là encore, on peut imaginer... Alors, tous les mots que je vais employer ne sont pas bons. Si je dis assouplissement, c'est pas le bon mot. Non. Si je dis... Voilà. Mais est-ce qu'on va pouvoir essayer, allez, arrondir les angles? Je propose un mot. Voilà, parce que... Alors, je vous écoute. Alors, si c'est vous qui l'avez, je me tais. Non, je vous propose un mot. Bien sûr. Assouplissement, ça veut rien dire. Je vous propose améliorer l'accueil, qualité d'accueil. En réalité, les services des conversions, partout en France, sont des gens bien, qui sont submergés parce qu'il y a des demandes, et chacun considère que sa demande est légitime, et c'est normal. Mais nous, ce qu'on a à faire comme travail d'accompagnement, et je l'ai fait quand j'étais rabbin de communauté, donc j'ai porté des familles. Nous, on doit accompagner, on doit expliquer aux gens que c'est pas là où on est qui est formidable, c'est là où on va aller. Et que la notion d'effort, elle est importante. Donc, comme quelqu'un me dit, moi, écoutez, je me sens juif. D'ailleurs, voilà, j'ai rencontré un juif ou une juive, et je veux me convertir. Et il me dit, mais moi, vous comprenez, Shabbat, c'est pas mon truc. Et après tout, je sais pas, on peut imaginer. Mais on peut pas accepter ça. Mais entre dire, va-t'en, et dire, c'est bon, il y a une marge. En gros, je reprendrai pour répondre à votre question sur les conversions, le célèbre passage du Talmud, où quelqu'un vient voir Shammai et lui dit, je voudrais me convertir le temps que je tienne sur un pied. Shammai le renvoie en disant, mais c'est pas possible. Et Hillel le reçoit et dit, ok, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, va et apprends, tout le reste n'est que commentaire. Entre les 2 positions, il y a celle qui est la nôtre, c'est-à-dire l'accueil, et l'accueil, il faut toujours l'améliorer. Donc l'accueil, accompagner les gens, ne pas les laisser seuls. C'est terrible de laisser quelqu'un seul dans des démarches administratives. Mais enfin, combien de fois on m'appelle maintenant, mais même avant, mais maintenant, pour me dire, mais tel dossier, c'est inadmissible, comment on me traite? Puis je demande, moi, gentiment, en disant, mais alors, ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Et on me répond, on lui a demandé 10 fois telle attestation, une attestation, pas moi qui fréquente une synagogue, ce qui est normal, on ne peut pas se convertir si on ne fréquente pas une vie synagogale, et il ne nous le donne pas. Bon, alors, vous voyez, il faut simplement comprendre qu'il y a des efforts à faire. C'est ce que disent les maximes des pères, et c'est ma règle. Les foum, tsara, agra. C'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on est récompensé. Encore une question en ce qui me concerne, et puis je laisse ensuite Sandrine. Monsieur Chaim Corsia, est-ce que vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, vous voulez être le grand rabbin de France, donc vous allez dans toutes les communautés, etc. Est-ce que vous allez être également le rabbin de tous les juifs français, c'est-à-dire des orthodoxes aux libéraux? J'ai vu une interview de vous dans Ténois qui est un superbe magazine fait par Delphine Horviller. Est-ce que Delphine, donc par vous avez exemple... la réponse. Non. Est-ce que Delphine, par exemple, à vos yeux, est rabbin? C'est embêtant. Je sais que c'est des questions embêtantes, mais pourquoi c'est embêtant? On se les pose. Qu'est-ce que c'est un rabbin? Ça vient du mot rav, qui veut dire celui qui enseigne. Okay, donc si quelqu'un entend son enseignement, l'enseignement de Delphine Horviller, et considère qu'elle lui apprend quelque chose, moi, que les gens la considèrent comme un rabbin, c'est leur choix. Je n'ai pas à imposer cela. Maintenant, le judaïsme consistorial, qui est fidèle, qui respecte la halakha, ne considère pas qu'une femme peut diriger l'office. Donc, nous, on protège et on défend notre modèle, qui est un modèle central. Mais comme je le disais tout à l'heure, notre modèle est un modèle accueillant, ouvert. Et ce n'est pas en jetant l'anathème les uns sur les autres dans la communauté juive qu'on pourra convaincre nos concitoyens non-juifs de ne pas jeter l'anathème contre nous. Rappelez-vous ce psaume qui dit « Hachem tzilecha al yad yamincha » l'Éternel est comme l'ombre de ma main droite. C'est-à-dire que comme on se comporte, nous, entre nous, les autres peut-être se comporteront envers nous. Et donc moi je dis, assez de faire
des clans et des clans, des castes et des castes. Il ne s'agit pas de dire ce modèle c'est bien, on accepte, de dire c'est votre modèle de vie, c'est votre modèle de prière, parfait. C'est la même chose d'ailleurs pour d'autres modèles qui se trouveraient de l'autre côté de l'échiquier. C'est votre modèle, c'est votre choix, chacun vit comme il l'entend. Mais ce n'est pas parce qu'on vit des choses différentes qu'on ne peut pas vivre des choses ensemble. Et je donne toujours un exemple, qui est celui, remarquable à mon sens, de la lecture des noms pour le Yom HaShoah, qui a été inauguré et lancé par le MJLF. L'ensemble de la communauté juive nationale n'a qu'à s'en féliciter. C'est un moment extraordinaire d'émotion et de vérité. Alors, nous aura dans quelques instants en ligne Maître Ariel Goldman, président du FSJU, pour que vous puissiez aussi à l'antenne faire échanger vos vœux, même si j'imagine que vous avez d'autres occasions de vous voir et de le faire. Un mot, Monsieur le Grand Rabbin de France, sur le Shabbat mondial qui va avoir lieu les 24 et 25 octobre. C'est une initiative, je crois, qui avait déjà été prise il y a quelques années par l'ancien Grand Rabbin de France, Joseph Chaim Sitruk, que vous reprenez avec plusieurs grands rabbins donc dans le monde. Comment ça va se passer? Alors, le Grand Rabbin Sitruk, à l'époque, avait fait quelque chose d'extraordinaire au niveau français. Je travaillais avec lui à cette époque, donc c'était vraiment un grand moment. Là, on répond à une proposition du grand rabbin d'Afrique du Sud, Goldstein, qui est venu en France il y a quelques mois, qui m'avait rencontré, qui avait rencontré d'autres rabbins, et qui, j'avais dit, c'est une idée magique, on va essayer de la porter avec vous. Je trouve que maintenant, je peux la porter à un autre niveau, et donc j'ai demandé au rabbin Weil, de la synagogue Buffo, de travailler à la façon de décliner ce Shabbat, cette idée du Shabbat Project, le projet du Shabbat mondial pour toutes les communautés. J'irai en province, je crois que je serai à Strasbourg pour ce Shabbat, parce qu'il faut aussi qu'ils vivent partout. Il faut qu'on soit capable de répondre à la demande, même non prononcée, non formulée, de beaucoup de juifs et de juives qui n'arrivent pas à trouver le chemin de la synagogue, qui n'arrivent pas à se sentir chez eux. Le président Mergui dit toujours, voilà, avec les gens qui vont qui quittent la France pour s'installer à tel ou tel endroit dans le monde, notre communauté risque de décliner. Et moi, je pense que cela nous oblige à aller chercher des gens qui sont loin des synagogues. Et donc, pour aller les chercher, il n'y a rien de plus beau, de plus extraordinaire qu'un Shabbat partagé. Parce que je peux vous expliquer en long et en large qu'est-ce que c'est Shabbat. Tant que vous ne l'avez pas vécu, tant que vous n'avez pas entendu les chants, partager ce bonheur de vous retrouver autour d'une table, dans un cadre familial partagé, c'est-à-dire où brusquement, parce que vous êtes assis à cet endroit, vous êtes de la famille de ceux qui sont autour de vous, vous ne pourrez pas le comprendre. Donc ce que j'engage chacune et chacun à faire, c'est de proposer à des amis qui sont un peu éloignés de la synagogue, un peu éloignés de la vie juive, de venir soit chez eux, soit dans des événements organisés, chacun sera prévenu, surtout au moment des fêtes, de pouvoir faire en sorte de partager ce beau moment du Shabbat. Monsieur le Grand Rabbin de France, nous sommes en ligne avec le président du Fonds social juif unifié, de la IJF et de la Fondation de judaïsme français, Maître Ariel Goldman, bonjour. Bonjour. Pour cette émission, bonjour, Monsieur le Grand Rabbin. Bonjour, Monsieur le Président. Pour cette émission un peu exceptionnelle avec le Grand Rabbin de France, nous voulions vous avoir également, Ariel Goldman, pour que vous puissiez vous aussi adresser vos vœux à la communauté et peut-être au Grand Rabbin de France en particulier, puisque finalement c'est votre premier Rosh Hashanah en tant que Grand Rabbin de France. Ouais, vous savez, avec le Grand Rabbin de France, nous avons beaucoup de points communs. Nous nous connaissons depuis nos jeunes années. Et nous avons un nouveau point commun, c'est que pour lui comme pour moi, c'est notre premier Rosh Hashanah en fonction, dans la nouvelle fonction. Lui, Grand Rabbin de France, et moi, président du Fonds social juif unifié et de l'appel unifié de la Fondation du judaïsme français. Donc c'est un Sheikh Yanou, on doit inaugurer comme c'est de mise à Rosh Hashanah. Donc je voudrais évidemment souhaiter au Grand Rabbin de France Shana Tova, à lui, à toute sa famille, et évidemment à l'ensemble de vos auditeurs et plus largement de la communauté juive de France et à la France tout entière. Une bonne année 5775, qu'elle voit toutes les perspectives de paix venir, qu'elle voit se réaliser les entreprises de chacun dans le calme, la sérénité et surtout avec une bonne santé pour chacun. Amen. Ah bah voilà, amen. je ne peux dire que amen à ces vœux, et c'est vrai que ce sont des vœux finalement extraordinairement simples et extraordinairement profonds. Parce qu'on ne demande pas des choses extraordinaires à Dieu. On ne demande pas des miracles. On demande simplement qu'on puisse vivre dans le bonheur, la joie et la santé. Et finalement, cette simplicité de nos vœux appelle tellement d'efforts. C'est peut-être ça le côté extraordinaire du temps de Rosh Hashanah, où on rappelle à Dieu que nous ne sommes que des hommes et des femmes et qu'on voudrait pouvoir vivre. Et vivre, c'est déjà tellement difficile. Donc que l'Éternel puisse nous apporter ce bonheur de la simplicité de notre vie, de la réalisation des projets de chacun. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que de construire quelque chose et de le voir se réaliser. Donc je souhaite à chacune, à chacun, de voir se réaliser l'œuvre de ses mains.
Merci beaucoup, Ariel Goldman. Shana Tova, à vous Merci, également, au nom de toute l'équipe de RCJ. Et à bientôt. À bientôt, maître Ariel Goldman. Merci. Il nous reste 2 minutes, monsieur le grand rabbin de France, parce que je crois que vous avez un rendez-vous un petit peu important aussi derrière. 2 minutes pour tout simplement dire à la communauté juive de France et au-delà, parce que nous avons également des auditeurs non juifs sur cette station, leur dire ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui en cette date si importante. C'est un temps, le temps juste avant Rosh Hashanah et le temps entre Rosh Hashanah et Kippour est un temps toujours de grande introspection. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est peut-être ça la grandeur des hommes, c'est d'être capable à un moment de se sentir humble par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Et moi, je souhaite vraiment à chacune et à chacun de pouvoir essayer d'oser rêver, de ne pas être enfermé dans le quotidien qui nous empêche de rêver une situation meilleure. Et le peuple juif est un peuple qui a toujours su rêver. Aïnou kecholmim, nous étions comme des rêveurs, disent les psaumes. C'est ça. Je voudrais qu'on retrouve cette capacité à rêver d'une communauté juive apaisée et sereine, qu'on puisse encore rêver d'une France apaisée et sereine. Et pour vous, peut-être qu'on puisse rêver de 4 fréquences juives enfin réunies, apaisées et sereines. Alors là, ça vous fait moins rigoler, là, toutes les deux. Non, au contraire. Mais je pense que oser rêver quelque chose qui nous paraît impossible, c'est ça aussi être juif, et c'est ça l'ambition du temps de Rosh Hashanah. Voilà ce que je pourrais souhaiter. Et puis bien sûr, puisque toutes nos prières seront tournées vers Jérusalem et vers Israël, qu'on puisse faire en sorte que nos rêves et nos prières contribuent, et notre soutien contribue à aboutir à la paix et à la sécurité retrouvée pour Israël et pour l'ensemble de la région. Et puis puisqu'on parle de la France, d'Israël et de l'ensemble de la région, peut-être qu'à ce moment-là, on se rendra compte que nous sommes le ferment de la paix et du bonheur dans le monde. Et finalement, rêver de paix dans le monde, c'est déjà essayer de réaliser la paix et le bonheur là où nous sommes. Et c'est peut-être ça. Là où nous sommes, trouver à changer le monde, c'est déjà une grande réussite. Voilà ce que je souhaite à tous vos auditeurs et à l'ensemble du pays. Chaim Gossia, merci infiniment d'avoir été aujourd'hui avec nous. Ça a été un plaisir de pouvoir accueillir le grand rabbin de France. J'ai bien retenu... Oui, dans 3 mois. Hein. Ouais, on a retenu. Voilà. Retenez plutôt la paix entre les Mais la payer. Mais bon, enfin, la proposition 2, évidemment. Alors là, vous êtes le bienvenu. Vous êtes chez vous une très très belle année, une très bonne Shana année. Tova, en tout cas. Et Shana Tova, à vous, à ceux qui vous ont chers, à ceux qui ne vous sont pas chers également, et à tous nos auditeurs. Mais je suis sûre qu'avec les propos qui viennent d'être entendus, le nombre de ceux qui vous sont chers vont croître et se multiplier. Il est 11h54. Merci encore, Chaim Gossia. Merci, monsieur le grand rabbin.